Si demain vous perdiez votre client, qu'est-ce que vous feriez? Comme dans la tech et dans l'IA, on n'a qu'un seul client, c'est souvent la panique. Du jour au lendemain, plus de revenus et pas de droit ni au chômage ni au RSA. C'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Est-ce que je vais retrouver facilement une mission? Est-ce que j'aurai un aussi bon TJM sur cette mission? Est-ce qu'elle sera toujours aussi intéressante? Est-ce que je pourrai avoir le full remote? Ou sinon, pire, est-ce que je serai obligé de retrouver un CDI? C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais en mission chez un client avec un TJM de 700 € en full remote sur une mission super intéressante. Et un vendredi à 18 h, je reçois un appel de mon SN pour dire que ma mission prend fin immédiatement. Donc lundi, plus de boulot. J'aurais pu paniquer comme la plupart des freelances, mais ce n'a pas été le cas. Ça fait un moment maintenant que je suis freelance et je me suis servi de ces années pour construire une méthodologie pour retrouver facilement une mission sans faire de compromis sur mon TJM ni sur l'intérêt de la mission. J'ai perfectionné cette méthode au fil des années pour minimiser mon temps en intercontrat sans passer 7 jours à prospecter. Ça me permet de ne pas être stressé pendant ce temps d'intercontrat et de le passer à apprendre de nouvelles technologies et à partager ma passion de la data et de l'IA sur tous les réseaux. Résultat, 3 semaines plus tard, j'ai retrouvé une nouvelle mission en full remote avec un TJM de 700 € sur une mission tout aussi intéressante. Dans cette méthode, il y a 4 grandes étapes à suivre. Je vais vous expliquer comment je procède pour trouver facilement une mission et arriver en force le jour de la négociation de votre TJM. Après cette vidéo, vous n'aurez plus qu'à suivre ces étapes pour facilement trouver ou retrouver une super mission. Après le coup de massue que je me suis pris le vendredi soir, j'ai pris le week-end pour me reposer. Et je suis arrivé tout frais lundi pour trouver ma future mission. La première chose à faire quand on finit une mission, c'est de mettre à jour son dossier de compétences. Il y a 2 objectifs à ça. Dans un premier temps, ajouter sa dernière expérience professionnelle à son dossier de compétences et refaire une passe pour voir si on peut pas améliorer certains points de l'autre dossier. Attention ici, je ne parle pas de CV mais bien de dossier de compétences, qui n'est pas du tout le même document. Si vous essayez de trouver une mission en freelance avec un CV, il y a peu de chances que vous réussissiez. Une fois mon dossier mis à jour, je vais pouvoir l'utiliser pour mettre à jour tous mes profils sur les plateformes de freelance dédiées aux missions data et IA. Donc je vais me balader sur Malte, Pilot, Crème de la Crème, Freework, LinkedIn, etc. pour mettre tout ça à jour. En revanche, je vais éviter des plateformes comme Fiverr ou Upwork parce que en fait, là, on est en concurrence avec des gens partout dans le monde anglophone, donc pas que des gens en France. Et donc, on est en concurrence avec des gens qui n'ont pas du tout le même niveau de vie, ce qui nous force à baisser nos marges. Maintenant que les sites spécialisés vont prospecter automatiquement pour moi, je vais passer à la prospection active. Contrairement à beaucoup de freelances qui vont ignorer les apporteurs d'affaires lorsqu'ils sont en mission, moi je réponds à chaque sollicitation. Allô? Je vais me tenir informé, comme ça au moins s'il y a une mission cool qui passe, et ben au moins je suis dispo quoi. Ok d'accord, bah merci beaucoup. À toi aussi, au revoir. À chaque fois je prends le temps de bien comprendre le contexte, de bien comprendre la proposition de l'apporteur d'affaires et bien comprendre ce qu'il me propose. Parfois si c'est des missions au forfait, on peut toujours les prendre en plus d'une mission, travailler le soir, travailler le week-end. La plupart du temps, c'est des missions en régie. Dans ces cas-là, je refuse la mission, mais je les encourage à me recontacter dans quelques mois lorsque j'aurai fini ma mission actuelle. Quand je connais quelqu'un de compétent et disponible pour répondre à cette offre, je n'hésite pas à partager ses coordonnées. Cette approche me permet vraiment de créer une connexion de confiance avec les apporteurs d'affaires pour qu'ils pensent à moi la prochaine fois qu'ils ont une mission. Et si comme maintenant ma mission s'arrête brutalement, je peux toujours rappeler les personnes qui m'ont contacté durant les dernières semaines pour savoir si la mission est toujours disponible. C'est selon moi la méthode la plus efficace pour retrouver rapidement une mission. Je m'en vais donc rappeler quelques personnes avec qui j'ai pu discuter les dernières semaines. Suite au rappel des apporteurs d'affaires, il y avait une mission qui était disponible immédiatement. Le lendemain, je rencontre déjà le client. Pendant l'entretien, tout se passe super bien avec le client et l'apporteur d'affaires me contacte le soir même pour me dire que le client me veut dans son équipe. Vous pouvez penser que c'est la fin de mon histoire et que j'ai trouvé une mission après 4 jours d'intercontrat et que c'est formidable. Mais vous dites sûrement que c'est assez étrange parce qu'on est encore qu'au début de la vidéo. Et effectivement, c'est pas la fin de l'histoire parce que je n'ai pas accepté la mission. En effet, l'offre du client était avec un TJM maximum de 560 €. Et quand j'ai essayé de négocier, je me suis aperçu que ça serait compliqué de négocier bien plus haut parce qu'il y avait des contraintes fortes au niveau du budget. Ce qui signifiait de passer de 700 € à 560 €, ce qui fait une perte de 140 € par jour, 2800 € par mois et 28 000 € pendant un an pour 10 mois facturés. Lorsque j'ai fait mes calculs, je me suis dit en fait 28 000 €, c'est l'équivalent de 2 mois facturés à 700 €. Je me suis dit que si je passais les 2 prochains mois à prospecter pour trouver une mission à 700 €, en fait sur 12 mois glissants, ça serait la même chose que si j'acceptais aujourd'hui une mission à 560 €, sauf que j'aurais gagné 2 mois de congé en plus. S'il y a une leçon à retenir ici, c'est que parfois pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir dire non. C'est difficile, mais c'est essentiel. Si vous n'êtes pas bien préparé, ne pas avoir de mission peut vous pousser à faire de mauvais choix. La coupure brutale de revenus vous rend littéralement bête.
Ce n'est pas moi qui le dis, mais une étude qui montre que le stress financier peut vous faire perdre jusqu'à 10 points de QI. C'est ce qui fait que des personnes acceptent d'être payées beaucoup moins d'une mission à l'autre, ou que des personnes, par peur de ne plus retrouver de mission en freelance, passent sur un CDI. Pour éviter ce piège, il est essentiel d'avoir une méthode de prospection efficace dans laquelle vous avez confiance et également un matelas de sécurité de 3 à 6 mois de salaire pour que vous puissiez retrouver une mission sereinement. Si je n'avais pas mis en place cette stratégie, j'aurais probablement accepté la première mission venue. Et comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, cela aurait été une erreur. Car si la première phase de rappel des apporteurs d'affaires n'a rien donné, ce n'est pas grave parce que j'avais déjà un plan B. La prochaine étape est de postuler à toutes les missions qui de près ou de loin correspondent à votre profil. Parfois en échangeant avec le client, il peut se rendre compte que votre profil ne matche pas non plus à 100% avec l'appel d'offres, mais qu'il matcherait très bien avec son équipe. Par exemple, une fois j'ai postulé pour une offre de data engineer alors que mon profil est plutôt data scientist. Lorsque j'ai échangé avec le client pendant l'entretien, il a vraiment bien aimé mon profil et au final, il a un peu rebrandé l'offre pour que je puisse faire de la data science et du ML engineer au sein de son équipe. La deuxième raison pour laquelle vous devriez postuler au plus d'offres possibles, c'est pour vous entraîner pour les entretiens et la négociation. Lors des premiers entretiens, on se sent un peu maladroit, un peu pas à l'aise et c'est difficile de bien performer. Le plus souvent, le stress nous pousse à faire quelques erreurs. Il est préférable que vos premiers entretiens concernent des missions un peu moins intéressantes plutôt que d'attendre la mission de vos rêves pour vous jeter à l'eau. Et ce n'est pas parce qu'un entretien se passe bien et que le client vous veut que vous êtes obligé de dire oui. Vous pouvez très bien considérer l'offre et au final décliner. J'ai même postulé à quelques CDI que je suis pensé être capable de transformer en mission freelance. Et en parallèle, j'ai mis en avant l'asset le plus précieux des freelances qui est encore trop souvent négligé. On le sous-estime souvent, mais tout le monde a un réseau et tout le monde peut l'activer. Vos anciens collègues, vos maîtres de stage, toutes ces personnes-là peuvent être utiles pour trouver votre prochaine mission. Cependant, il arrive souvent qu'on l'oublie, qu'on le néglige ou qu'on ne l'active pas assez efficacement. Pour ma part, j'ai un fichier Excel qui regroupe toutes les personnes qui pourraient m'aider à trouver ma prochaine mission. De cette manière, je peux activer tout ce petit monde efficacement sans oublier personne en seulement une matinée. Il est fort probable que l'équipe avec laquelle vous avez travaillé il y a 2 ans ne soit plus la même. Les personnes ont peut-être changé d'entreprise ou ont peut-être pris d'autres responsabilités. Donc ça va possiblement multiplier les endroits où vous pourrez trouver une prochaine mission. L'avantage de faire appel à ce réseau, c'est que les personnes de votre réseau auront plus de facilité à se projeter avec vous qu'avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. En soi, vous, ils vous connaissent, ils connaissent vos compétences et ils prennent moins de risques à vous choisir vous. Ce que je fais pour activer mon réseau, c'est que je recontacte toutes les personnes susceptibles de pouvoir me trouver une mission en data science. Donc je prends contact, je discute et au fil de la discussion, je demande si dans leur cas actuel, ils ont besoin d'une personne en data science ou si dans leur entreprise, il n'y a pas une autre équipe qui ont besoin d'une ressource en data science ou si dans leur réseau, ils n'ont pas quelqu'un qui ont besoin d'une ressource en data science. De cette manière-là, vous multipliez le nombre d'opportunités potentielles. Mais bon, pour cette fois, dans mon cas actuel, ça n'a pas été concluant. Donc tout en continuant à activer votre réseau et à postuler à de nouvelles missions, vous allez commencer à avoir des retours des apporteurs d'affaires que vous avez contactés précédemment. Il est important d'être patient parce que ça peut prendre du temps d'avoir des retours même pour un profil senior. Par contre, lorsqu'un apporteur d'affaires vous contacte, il est crucial d'être réactif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le premier contact avec l'apporteur d'affaires, c'est un moment crucial pour savoir si vous allez avoir la mission plus tard. C'est le bon moment pour extraire le maximum d'informations, de les noter, ce qui pourra augmenter votre chance de décrocher la mission et votre possibilité, vos leviers pour négocier un meilleur TJM. Personnellement, j'ai élaboré une liste de questions que je pose à chaque apporteur d'affaires pour mieux comprendre ce contexte, sa relation avec le client et également pour savoir s'il n'y a pas des informations susceptibles d'être intéressantes pour moi ensuite pouvoir négocier un meilleur TJM. Par défaut, on est tous humains, on oublie des choses, vous allez retenir seulement les choses qui vous intéressent vous, alors qu'au final, c'est les choses que vont dire l'apporteur d'affaires et qui à la base ne sont pas forcément les choses les plus intéressantes potentiellement, qui seront les plus utiles par la suite. Ces mêmes choses peuvent vous permettre de décrocher une mission ou d'augmenter votre TJM de quelques dizaines d'euros. Par exemple, une des choses les plus importantes à savoir, c'est la relation qu'entretient l'apporteur d'affaires avec le client. Est-ce que c'est un client de longue date pour l'apporteur d'affaires ou est-ce qu'il essaye tout juste de placer son premier consultant? Par exemple, lors d'une conversation avec un apporteur d'affaires, je lui ai demandé est-ce que c'est un client de longue date ou vous voulez placer votre premier consultant chez le client? Il m'a dit que pour l'instant, il n'avait pas encore de consultant chez ce client, mais que c'était dans ses objectifs annuels de placer un premier consultant chez lui.
Ça peut vous sembler anodin, mais cette information est très précieuse. Cette information me permet de négocier un TJM très avantageux. Le principal objectif de l'apporteur d'affaires n'était pas de faire une grosse marge sur moi, mais de placer un premier consultant chez client et que le client soit satisfait. Donc il a pu faire une demande exceptionnelle à sa hiérarchie et ne m'a facturé qu'une marge de 11%. Si je n'avais pas noté cette information, il est très probable que je n'aurais pas eu tous ces avantages. Dans le cas où l'apporteur d'affaires travaille depuis longtemps avec le client, elle le connaît, elle connaît ses process et elle connaît ses démarches et elle connaît à quoi il fait attention lors d'un entretien. Donc là, c'est le moment pour extraire le maximum d'informations pour bien préparer l'entretien et être sûr de le réussir. Par exemple, lors d'une précédente recherche d'émission, je demandais à l'apporteur d'affaires, voilà, comment fonctionne ce client. Il m'a dit, là, ce client fait ultra attention à la qualité du code, à la manière dont les personnes organisent un projet, etc. Je me suis dit, ok, donc j'ai repris un projet GitHub où j'ai fait super attention à la qualité du code, aux tests, etc. Et je l'ai accompagné avec mon dossier de compétences. De plus, lors de ma présentation en entretien, j'ai insisté sur ce qui me tenait à cœur, donc le clean code, les tests, etc. Et à la fin de l'entretien, le client m'a dit qu'il me voulait moi et pas d'autres personnes. Et j'ai pu décrocher la mission. Bref, c'est le moment où il est important d'extraire le maximum d'informations de l'apporteur d'affaires. Si lors de cette discussion, l'apporteur d'affaires vous indique que le client n'a pas le budget pour le TJM que vous visez, vous avez le choix entre deux options. Une première option, c'est de passer l'entretien pour le sport, donc pour vous entraîner à faire un entretien et à être percutant en entretien. La deuxième option, c'est de refuser et passer à l'offre suivante. Dans mon cas, j'ai refusé d'être présenté à toutes les missions qui étaient de 50 à 70 € en dessous de mon objectif. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, les entretiens, et de voir sur ces dizaines de missions combien d'entretiens je vais passer et combien d'entretiens je vais réussir. En discutant avec les freelances que j'accompagne, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux ne préparaient pas leur entretien. Si vous êtes doué à l'oral, que vous avez un dossier de compétences en béton et que l'offre d'emploi correspond totalement à votre profil, c'est possible que ça passe. Mais aujourd'hui, les règles ont changé. Le marché a beaucoup évolué depuis la fin du Covid, les missions sont beaucoup plus dures à décrocher et la concurrence est bien plus rude. Le talent ne suffit plus pour valider un entretien. Pour ma part, j'ai une fiche type qui m'aide à préparer tous mes entretiens. Dans cette fiche, je reprends les informations que j'ai pu extraire de l'apporteur d'affaires, j'analyse l'appel d'offres et je fais un mix pour me préparer au mieux. Je vais préparer une explication de parcours où je vais insister sur les technologies dont le client a besoin et les contextes qui sont similaires avec le contexte du client actuel. L'objectif est que le client se dise ok, il a déjà utilisé les technologies que j'utilise dans mon équipe, il a déjà connu des contextes similaires, donc il pourra résoudre des problèmes dans mon cas actuel. C'est ce qui permet de donner une fiabilité et un peu de confiance sur votre compétence technique. L'enjeu est de montrer que vous êtes le meilleur consultant pour résoudre ce problème et que vous serez efficace une fois en mission. Il est également important de préparer des questions pour mieux comprendre les problématiques du client, mieux comprendre les technologies, mieux comprendre comment l'équipe fonctionne et savoir un petit peu si vous serez ok, vous serez content de rejoindre cette équipe. Une fois que la fiche est prête, vous êtes prêt pour passer l'entretien. Depuis le Covid, tous les entretiens se passent en visio, donc je vous conseille d'avoir deux écrans, un écran où se passe la visio et un écran avec votre fiche, avec toutes les notes que vous avez pu préparer pour préparer cet entretien. Sur la petite dizaine de missions sur laquelle je me suis positionné, 5 ont voulu me rencontrer en entretien. On verra combien sur les 5 m'ont réellement proposé la mission. Au début de l'entretien, tout se passe bien. Vous allez seulement utiliser le script que vous avez créé en amont pour vous présenter en appuyant sur les points forts qui résonnent avec les besoins du client. Une fois cette étape passée, c'est là que tout va se jouer. Lorsque vous avez la parole, contrairement à ce qu'on pense, le but c'est pas de se vendre, de montrer qu'on est le meilleur techniquement. Ça, finalement, tous les gens qui arrivent à cette étape du process sont bons techniquement. L'objectif ne sera pas parler de vous, mais de parler du client, leur poser des questions. Parce qu'à la base, sur un appel d'offres, il n'y a pas toutes les informations qui sont écrites. Il faudra essayer de savoir c'est quoi les problématiques du client, pourquoi ils veulent un consultant, qu'est-ce qu'il espère que le consultant va apporter à l'équipe. L'objectif c'est de creuser en profondeur les objectifs du client pour bien les comprendre et de poser s'il a des choses que vous avez pu faire dans vos expériences passées qui résonnent avec les problématiques profondes du client. Une fois que vous avez bien creusé un sujet et que vous n'avez plus vraiment de questions sur un sujet, l'objectif avant de passer à un autre sujet sera de le résumer. Donc vous allez résumer tout ce que vous avez compris de la problématique du client. S'il y a des choses que vous avez mal compris, ce sera le moment donné au client de réexpliquer des choses et vous d'être sûr d'avoir bien compris. Et si le client vous dit bah oui c'est ça, vous avez bien compris, là vous avez quasiment gagné. L'objectif ce n'est pas de dire au client j'ai compris votre problématique, mais qu'il ressente que vous avez compris la problématique. Et lorsqu'il vous dit ah oui c'est bien ça, c'est tout à fait ça, et bien en fait le client vient de se dire oui en fait cette personne là vient de me comprendre, il a compris mes problématiques et si demain
il rejoint mon équipe, il saura résoudre mon problème et mener à bien le projet. Maintenant que vous avez rassuré le client et que l'entretien est terminé, vous n'avez plus qu'à attendre son retour. Il ne faut pas se mettre trop de pression, même avec un bon dossier de compétences, même avec une expérience solide et une bonne préparation d'entretien, tous les entretiens ne vont pas se transformer en validation. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir une prospection efficace et de postuler à énormément de missions. Et tant que vous n'avez pas signé une mission, il faut continuer à prospecter. Même si vous avez plusieurs entretiens, tant que vous n'avez rien signé, continuez à prospecter. Parce que peut-être que ces entretiens vont tous être refusés. Par exemple, sur les 5 entretiens qui est passé, 2 seulement ont été positifs. Pour les 2 missions positives, il me reste le stade le plus important pour déterminer mon TJM, la négociation. La plupart des freelances ne savent pas négocier ou négligent cette étape. Pourtant, avec quelques techniques simples, j'ai négocié un TJM de 700 € et le full remote. J'ai fait un podcast dans lequel je détaille toutes les techniques que j'ai utilisées pour cette mission. Allez le regarder parce que c'est des techniques que vous devez impérativement connaître si vous voulez être à l'aise dans n'importe quelle situation de négociation.